demande. Alors, avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Je le ferai sous forme de 2 questions. La première, nous avons auditionné hier les représentants des chaînes d'information en continu. Ils nous ont fait le récit en faisant une sorte de... Alors, ce n'est pas la période calendaire de notre commission, mais ils nous ont fait part du fait que pour eux, il y a un avant et un après Gilets jaunes. C'est-à-dire que, en fait, depuis l'épisode des Gilets jaunes, ils sont beaucoup plus fréquemment soumis à des agressions physiques ou, si ce n'est pas systématique, en tout cas, selon eux, le risque a fortement augmenté. Et donc, ma question est assez directe et simple. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Avez-vous également été amené à subir des violences dans l'exercice de votre activité et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis en second lieu, comment décririez-vous vos relations avec les manifestants d'une part et les forces de sécurité d'autre part? Prenez-vous contact avec les uns et ou les autres pour vous identifier, ou au contraire, ça n'est pas l'usage? Avez-vous ressenti les effets du nouveau schéma de maintien de l'ordre dans l'exercice de votre travail et si la réponse est affirmative, dans quel sens, quoi, hein, puisque hier, par exemple, à la fois un certain nombre d'exemples ont été pris qui permettaient de dire que le nouveau schéma national de maintien de l'ordre permet de faciliter, en tout cas, une partie du travail des journalistes, mais que par ailleurs, la question du risque n'en demeurait pas moins importante. Alors, évidemment, je vais vous donner la parole, et puis ensuite je donnerai la parole à monsieur le rapporteur, comme le veut l'usage, et puis ensuite j'ouvrirai bien entendu aussi aux collègues qui souhaiteraient vous poser des questions. Alors, monsieur Ravel, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous prie de brancher le micro tout d'abord, donc en appuyant, voilà, en levant votre main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, monsieur Ravel. Et donc, sans tarder, je vais déjà vous passer la parole. Bonjour à tous, merci. Alors, je voulais commencer par préciser que, voilà, que je suis un simple spectateur des faits intervenant sur la voie publique et que tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Le passé, le ressenti et l'expérience des reporters de terrain sont vraiment propres à chacun. Voilà, donc je m'appelle Jules Ravel, j'ai 32 ans, street reporter depuis 2019. J'ai eu la chance de couvrir des conflits et mouvements sociaux à travers le monde, à Hong Kong, en Colombie, en Catalogne, en Ukraine, mais aussi en France où j'ai couvert la mobilisation des Gilets jaunes sur la 2e année, les manifestations contre la loi de sécurité globale ou encore celles contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Voilà, je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'école de journalisme ou audiovisuel, je suis autodidacte et je me suis formé en m'inspirant du travail des autres reporters sur le terrain. Comme beaucoup, c'est par conviction démocratique et par attachement à la liberté d'expression que lors du mouvement des Gilets jaunes, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer une simple manifestation à Montpellier en septembre 2019. Dans un monde où l'information est omniprésente, il est essentiel de garantir une pluralité de points de vue, surtout à l'heure où la concentration des médias est de mise. Les street reporters incarnent des valeurs fondamentales de transparence et d'intégrité en se détachant des influences politiques, économiques ou idéologiques. Ces journalistes indépendants s'efforcent de livrer une information objective et équilibrée. Ils mettent un point d'honneur à rester fidèles à leur mission première, servir l'intérêt général en fournissant des faits sans déformer et sans spéculer. Les reporters indépendants jouent aussi un rôle crucial dans notre société démocratique en exposant les abus et en donnant une voix aux sans-voix et en stimulant le débat public. Ils remplissent donc une fonction de contre-pouvoir, de gardien de la démocratie et de la liberté d'expression. Cette contribution est d'ailleurs reconnue par le schéma national du maintien de l'ordre, dont je voudrais citer ici le point 2.2, page 16,
qui dit « La présence des journalistes lors des manifestations revêt une importance primordiale. Elle permet de rendre compte des opinions et revendications des manifestants et de la manière dont elles sont exprimées, ainsi que l'intervention des autorités publiques et des forces de l'ordre. Il est donc impératif de protéger le droit d'informer, pilier comme le respect de l'ordre public de notre démocratie. À cet égard, la sécurité physique des journalistes doit être garantie. » Alors, en dépit de cet engagement, je constate avec regret que la France est en 24e position dans le classement mondial de la liberté de la presse. Permettez-moi à cet égard de citer un extrait du rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse en France à propos du maintien de l'ordre, qui dit « En dépit de l'adoption d'un nouveau schéma national du maintien de l'ordre, plus respectueux de la liberté de la presse, les reporters ont continué à faire objet de violences policières, en plus des agressions de la part des manifestants. » À l'appui de ce constat, je ne prendrai qu'un exemple parmi tant d'autres, celui de la journaliste récemment étranglée à Marseille par un CRS à la vue de sa carte de presse. Ainsi, en dépit des engagements pris dans le schéma national du maintien de l'ordre, les journalistes et les reporters sont régulièrement confrontés lors des manifestations en France à d'importantes difficultés pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je ne compte plus le nombre de fois où, avec mes confrères, nous nous sommes trouvés en difficulté face aux policiers lors de manifestations. C'est un point qui me tient à cœur et j'espère qu'on va en discuter. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous en prie. Oui, merci, monsieur le président. Peut-être une première question, mais qui nécessite une réponse immédiate. Vous avez donc votre carte de presse? Non, d'accord. Alors, précisément, comment fonctionne l'attribution de la carte de presse aux journalistes indépendants? Je pense que c'est important que nous ayons cette information, puisque c'est un élément qui permet de rentrer dans le cadre du schéma national de maintien de l'ordre. C'est à ce titre que l'on est reconnu comme journaliste, que l'on est donc en capacité de se munir des éléments de protection qui sont prévus et d'identification. Ça, c'est ma première question. Elle nécessitera une réponse, donc finalement, après, parce qu'elle nécessitera d'être complétée. L'intérêt de vous rencontrer, et merci vraiment d'avoir accepté de venir à notre rencontre, parce que vous êtes, comme Monsieur le Président l'a indiqué tout à l'heure, le seul. L'intérêt de vous rencontrer, c'est ce que j'ai dit hier à vos confrères des chaînes d'information en continu, c'est de connaître plus précisément les conditions d'exercice de la liberté de la presse, qui sont les vôtres, sur le terrain. Ainsi que le dit d'ailleurs Reporters sans frontières, entre d'un côté les forces de l'ordre, de l'autre les manifestants, et puis j'ajoute cette troisième catégorie, celles et ceux qui sont présents dans les manifestations, les rassemblements, qui souhaitent ou pas autoriser, et qui sont plutôt là, vous nous direz ce que vous en pensez, pour en découdre. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est vos observations, précisément. Hier, nous avons eu des remarques de journalistes qui ont surtout, je ne dis pas que c'est exclusivement ce qu'ils ont dit, mais qui ont surtout insisté sur les violences dont ils sont l'objet par deux catégories de profils, les individus violents et qui viennent en manifestation pour commettre des violences, et des manifestants qui viennent bien pour manifester leur désapprobation, leur colère, le cas échéant, la confrontation démocratique normale, mais qui s'en prennent aux journalistes comme représentants d'une certaine façon de l'institution, vague, et même, d'une certaine façon, porte-parole de l'État, sans savoir trop bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Premier point, je disais conditions de travail. Deuxième, observation. Et puis, sur le terrain, de ce que vous pouvez nous indiquer de comment ça se passe. Déroulement des manifestations, d'où viennent les violences, etc. Troisième point qui me paraît important, nous l'avons assez peu abordé hier, mais je pense que c'est important que nous y revenions. Il y a quand même une série de catégories de profils qui recherchent la médiatisation. Alors, de la manifestation, bien sûr. Tout manifestant espère qu'il y aura du monde, qu'elle sera relayée par les médias pour manifester, exprimer, l'importance, le cas échéant, du rejet de telle ou telle mesure prise, par exemple, par le gouvernement. Mais il y a aussi des personnes qui recherchent la médiatisation d'actes violents. Sur cet aspect-là, quel est votre regard? C'est-à-dire cette espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour agir violemment, qui bénéficient d'une médiatisation au titre, à juste titre, de la transparence, de la meilleure connaissance du déroulement des faits,
mais qui s'appuie donc sur cette transparence, ce déroulement des faits, pour, au fond, entretenir l'idée d'une déstabilisation, qui est un des objectifs parfois recherchés. Donc vos conditions de travail entre manifestants, individus violents, forces de l'ordre, les observations que vous faites sur, je caricature, hein, pardon mes chers collègues, je vais très vite, mais d'où viennent les violences, et puis ensuite l'effet médiatique recherché par les individus eux-mêmes. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, monsieur Ravel, je vous passe la parole. Merci. Concernant la carte de presse, voilà. Donc j'ai un extrait du schéma national du maintien de l'ordre. Déjà, il faut savoir que la carte de presse en France n'est pas obligatoire parce que, par exemple, pour des simples pigistes occasionnels ou pour des reporters indépendants, c'est compliqué d'avoir accès à la carte de presse parce qu'elle demande souvent une ancienneté, un certain niveau salarial, tout ça. Et donc, c'est écrit dans le point 2.2.1 du schéma national du maintien de l'ordre qu'il existe toutefois d'autres moyens d'identification à disposition des journalistes et de leurs accompagnants, donc techniciens ou agents de sécurité. Ils pourront présenter à partir du 1er janvier 2022 une attestation normalisée d'identification fournie par l'employeur ou commanditaire, voilà, tout simplement, ou alors un ordre de mission. Je pense que nous comprenions. Donc, quand vous intervenez vous-même sur le terrain, vous êtes commandité. Vous êtes dans le cadre d'une prestation de service ou comment ça fonctionne, puisque vous donniez cet exemple? Alors, ça dépend la demande qu'il y a des médias ou pas. Généralement, s'il n'y a pas de demande, c'est parce que généralement, ils nous contactent une fois que les vidéos elles sont postées. Voilà, moi, il faut savoir que j'ai une société moi-même et que donc j'ai des ordres de mission que ma société me fait en fait pour pouvoir intervenir sur le terrain. Voilà. Juste à l'attention de nos collègues, je rappelle qu'il nous a été indiqué hier, pardon Monsieur le Président, hein, j'ai pris la parole sur votre autorisation, mais que les chaînes d'information continue s'alimentent du travail des journalistes indépendants, des street reporters. Ils prennent des images, ils les filtrent pour essayer de donner un contre-éclairage au travail de leurs propres journalistes sur place. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est ça. Surtout, comme vous avez évoqué, c'est que souvent les chaînes d'infos continues sur le terrain, il y a des endroits où elles n'ont pas trop accès, dans le sens où voilà, il y a un certain rejet de ces chaînes de télé par rapport avec certains manifestants. Et c'est pour ça qu'ils regardent au niveau des journalistes indépendants, street reporters, ou même des fois des vidéos amateurs, tout simplement, pour utiliser leurs images dans des endroits où eux n'ont pas accès. Ouais. Après, voilà, pour en revenir sur les conditions de travail, je pense que vous en doutez un peu, c'est-à-dire quand une manifestation est calme, ça se passe plutôt bien, il y a des problèmes avec personne, que ce soit avec les manifestants ou la police, ou n'importe qui d'autre. Maintenant, voilà, comme on a pu le voir, quand ça commence à être un peu plus houleux, voilà, il y a certains médias, certains journalistes qui sont voilà, éjectés, pas des cortèges, mais du cortège de tête, c'est-à-dire ceux qui se forment hors syndicat, les gens qui ne se reconnaissent pas avec les syndicats. Généralement, c'est les chaînes d'information continue qui sont visées, ou alors des journalistes ou des médias qui seraient classés sur droite, extrême droite. Voilà. Après, moi, mon cas personnel, j'ai pas vraiment de problème, que ce soit avec les manifestants. Jamais eu vraiment de problème. On m'a jamais demandé de partir, tout ça. Voilà. Donc les conditions de travail, voilà, elles sont... quand ça se passe bien, ça va. Quand il y a du grabuge, c'est un peu plus compliqué. Surtout que, vous l'avez précisé tout à l'heure, les journalistes ont besoin d'EPI, d'équipements de protection individuelle pour pouvoir travailler dans des conditions sereines. Et des fois, alors c'est vrai qu'au niveau des journalistes indépendants, des street reporters, qui n'ont pas de carte de presse, mais qui présentent un ordre de mission ou toute autre attestation,
n'est pas comprise par les forces de l'ordre, et c'est souvent que les journalistes indépendants ou street reporters, enfin, je vais utiliser un seul terme, on va dire journalistes indépendants, ils se font confisquer leur matériel. Voilà, c'est-à-dire leur casque, leur masque à gaz, leur paire de gants, voilà. Donc ça, c'est vraiment une difficulté pour les journalistes indépendants de pouvoir travailler dans des conditions sereines, sachant qu'il y en a des fois qui, moi ça m'est déjà arrivé, loi de sécurité globale, la manifestation, je ne me rappelle plus la date, qui partait de place du Châtelet jusqu'à place de la République. Ça avait été beaucoup, le maintien de l'ordre avait été beaucoup décrié d'ailleurs sur cette manif. J'avais été arrêté en début de manifestation pendant 1 heure. On m'avait amené dans un commissariat. On m'a confisqué mon matériel. Donc j'avais plus rien. Ils m'ont relâché au bout d'1 heure, sans poursuite, sans rien du tout. Ils ont juste gardé mon matériel et je suis retourné en manifestation sans casque, sans masque à gaz, sans rien. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'était la conséquence de l'absence de carte de presse, de la présentation d'une attestation, d'un ordre de mission? Donc la difficulté à vous identifier, ou c'était par principe, vous êtes là, on ne veut pas de vous? Comment vous l'avez interprété? C'était un contexte quand même qui était un peu complexe, je pense, parce que c'est vrai que les journalistes étaient au milieu vraiment de cette contestation aussi de loi de sécurité globale, notamment de l'article, je ne me rappelle plus trop lequel, mais qui était vraiment contesté, et c'est vraiment les journalistes qui... Donc, est-ce qu'il y avait à ce moment-là un peu une défiance un peu plus prononcée que d'habitude envers les journalistes? Je me rappelle que lors des contrôles, ils contrôlaient notre pièce d'identité, et notre pièce d'identité était passée au fichier aussi. Voilà, c'est-à-dire si on a des antécédents, tout ça, même les journalistes, tout le monde, je me rappelle de ça. Après, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance de la part des forces de l'ordre sur l'ordre de mission, l'attestation ou une carte de presse qui n'est peut-être pas française. Voilà. Après, voilà, de principe, la carte de presse n'est pas obligatoire parce qu'elle voilà, elle n'est pas distribuée à tout le monde facilement. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur la carte de presse. Ouais, oui, c'est bon. Alors, vous avez évoqué que les chaînes d'information étaient à tort ou à raison une sorte de porte-parole du gouvernement, de la voix. Les manifestants qui prétendent cela. Oui. C'est un point de vue. Voilà, de la part des manifestants. Si moi-même, personnellement, je me suis retrouvé comme ça, à prendre mon téléphone et tout simplement aller filmer dans les manifs au tout début, parce que maintenant j'ai un peu plus de matériel quand même, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ne se reconnaissent peut-être pas dans les propos qui sont dit sur ces chaînes de télé, et on leur a peut-être pas assez donné la parole aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une défiance envers ces médias, ces chaînes d'infos en continu. Maintenant, voilà, je pense qu'ils en ont un peu mieux parlé hier que moi, mais voilà. Il faut savoir que moi, voilà, personnellement, c'est aussi par ce manque de... Par exemple, comme vous l'avez dit, pendant les Gilets jaunes, les blessés dans les manifestations, notamment les blessés graves, ça a mis longtemps à être sur la table du débat public. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont filmé, et que les gens se sont révoltés, un peu énervés, voilà, contre ces chaînes d'information en continu. Voilà, j'ai omis quelques questions de votre part parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, la médiatisation, la recherche de médias pour démontrer l'action violente, pour la faire connaître, ce côté du serpent qui se mord la queue en manif pour être violent, on filme les violences, et donc une espèce de bulle comme ça, un peu médiatique. Pardon, on a une sorte de bulle un peu médiatique. Se compose une espèce d'échange qui n'est pas recherché par tout le monde, mais entre les violents, les médias, ça s'alimente.
Voilà, c'est ce côté médiatisation. Est-ce que vous avez l'impression, je vais poser la question de façon plus directe, mais ce n'est pas mon point de vue, donc ne le prenez pas mal, on a parfois le sentiment que les médias, et je suis très général dans mes propos, alimentent aussi. Les individus violents viennent casser, on montre les individus violents cassés, ça alimente chacun, une sorte de stratégie d'auto-alimentation. Je ne sais pas si je suis très clair, j'ai essayé, mais... Ouais. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, par exemple, ces grands médias-là, ils se font éjecter du cortège de tête, c'est souvent les propos qu'on peut entendre envers eux, c'est voilà, arrêtez votre propagande, arrêtez de filmer la moindre vitrine brisée et donnez-nous la parole. Voilà. C'est, comme vous dites, c'est un peu cette impression du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que est-ce que ça apaise les choses de uniquement montrer de la casse et de pointer uniquement la casse, sachant que voilà, il y a les individus qui cassent, ils le font ils ont peut-être une revendication ou quelque chose comme ça, et peut-être qu'ils aimeraient l'exprimer. Voilà. Alors, du coup, on leur donne pas la parole, donc il y a de la casse, donc voilà, c'est... Le sujet, par exemple, anticapitaliste à la télé est très peu abordé. Et donc, je suppose, encore une fois, que ces individus-là se retrouvent à exprimer... je crois qu'à l'époque, on appelait ça de la propagande par le fait, en fait, voilà. C'est une certaine manière de s'exprimer parce qu'on ne leur donne pas la parole dans les médias traditionnels. Merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues. Donc, Madame Marceau, ensuite Monsieur Odoul. Madame Marceau, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci de venir à notre rencontre et d'avoir répondu favorablement à notre commission d'enquête. Vous avez indiqué que vous étiez présent à Sainte-Soline. Comment avez-vous abordé votre mission là-bas? Qu'est-ce que vous vouliez... Qu'est-ce que vous avez voulu ou qu'est-ce qu'au final vous avez réussi à démontrer dans votre reportage? Et puis, comment vous l'avez vécu sur le terrain? Parce qu'effectivement, il y a à la fois vos collègues hier, dont une de vos collègues qui était présente, qui nous a raconté, elle, son point de vue du côté des forces de l'ordre, qui étaient protégées, enfin, entre guillemets, comme elle disait derrière. Donc, comment vous avez pu évoluer sur place, faire votre travail, votre angle sur votre mission, et puis comment vous l'avez vécu par rapport à ce qui semblait être vraiment une opposition vraiment frontale entre des forces de l'ordre et certains manifestants. Bien sûr, ils n'étaient pas tous violents, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail sur Sainte-Soline et votre perception de ce qui s'est passé? Merci. Déjà, j'y suis allé parce que j'étais déjà allé à la première mobilisation, enfin, c'était pas la première vraiment, mais la première mobilisation médiatique de Sainte-Soline. Donc, pour moi, c'était une continuité. Voilà. Pour moi, les reporters indépendants qui étaient sur place, ils n'ont pas pu passer par la voie, entre guillemets, officielle, se présenter aux forces de l'ordre, dire voilà, on est là pour couvrir ça, voilà. Encore une fois, du manque de cartes de presse, parce que dans des conditions comme ça, on sait que ça risque d'être un peu sport, donc on vient avec du matériel de protection. Même moi, j'en avais à mon goût pas pris assez, du coup, ça m'a fait prendre des risques. Mais il y a toujours voilà, cette peur du contrôle routier, de se faire confisquer tout son matériel. Et comme on l'a vu, pour des reporters sur place, ne pas avoir de matériel de protection à Sainte-Soline, c'est vraiment de la mise en danger de mort, hein, presque. Hein, voilà. Maintenant, pour moi, sur place, ça s'est quand même bien passé. Avec mon expérience que j'ai eue à l'étranger, quand même, entre la Colombie et à Hong Kong, je ne vais pas mettre l'Ukraine dedans parce que j'étais pas au front non plus. On était vraiment loin derrière, très très loin derrière. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu vraiment. J'entendais des gens autour de moi qui entendaient toutes ces grenades exploser, qui disaient c'est une image, hein, mais c'est Verdun, quoi. Voilà, ça explosait toutes les secondes.
je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder mon reportage, mais à un moment, j'étais un peu derrière et il y avait vraiment des gros affrontements devant. Et j'ai pris mon courage à deux mains, malgré un collègue qui a été blessé pas loin de moi. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, il faut y aller, il faut montrer ce qui se passe, parce que personne n'y était. Et devant, si je ne me trompe, à la vue de mes images que j'ai regardées plein de fois, on devait être vraiment 2 ou 3 reporters indépendants devant, sachant qu'il y en avait beaucoup plus sur place. Voilà, mais c'était vraiment dangereux. Et là, on était dans des conditions... pas de guerre, mais presque. C'était vraiment... j'ai jamais vécu ça. Jamais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelques points. Mettez le micro si vous voulez bien, Madame Marceau. Oui, pardon, je précise donc la question aussi, ma dernière question, l'angle que vous avez voulu donner donc à votre reportage, au-delà effectivement des affrontements, enfin je ne sais pas quel angle vous avez voulu donner par rapport à votre métier de street reporter, comment vous l'avez traité? En fait, généralement, les courtes vidéos que je poste sur les réseaux sociaux lors des manifestations classiques, en milieu urbain, tout ça, je les légende toujours, je les commente. Et là, le reportage que j'ai fait, je l'ai laissé plus ou moins brut. Voilà, c'est pas une immersion, mais chacun s'en fait son opinion. Alors, il y a eu des commentaires qui disaient la police a été excessivement violente. Il y a eu d'autres commentaires qui disaient les manifestants sont des... Je reprends un terme que je cautionne peut-être pas, mais sont des terroristes. Voilà, je l'ai laissé brut, sans vraiment... Il n'y a pas de texte dans mon reportage. Il n'y a pas de texte qui l'accompagne non plus. C'est... Voilà, il s'est passé ça tel jour. Le contexte des méga-bassines, il était posé parce que ça a fait médiatiquement, tout le monde en a parlé. Donc les gens ont pris ces images brutes, en gros, quoi. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Odoul, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Ravel. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je me permets de reprendre vos propos pour illustrer mes questions et pour avoir quelques éclaircissements. Vous nous dites que votre mission de reporter de rue, en bon français, se détourne des influences politiques. C'est ce que vous nous avez dit. Or, dans votre propos, vous parlez de violence policière. En parlant de violence policière, vous faites déjà de la politique, puisque vous reprenez les arguments, les formules de l'extrême gauche qui s'en prend régulièrement à la police avec une prétendue violence systémique. Pareil, vous nous dites et vous nous confirmez que les journalistes des médias traditionnels n'ont pas accès à certaines manifestations, ou en tout cas sont violentés et agressés dans certaines manifestations, mais pas vous. Dois-je comprendre que les manifestants, les militants violents de ces manifestations vous laissent y entrer parce qu'il y a une proximité idéologique, politique, et donc qu'ils voient en vous un allié objectif qui va servir leur cause. Ensuite, vous nous avez dit, vous êtes le détenteur, le pourvoyeur d'une information objective et équilibrée. Alors, il faudra revoir la définition d'objectif et équilibré, parce que moi, j'ai regardé ce que vous faites. À chaque fois, le prisme est le même et l'angle est le même. C'est-à-dire que vous visez systématiquement les forces de l'ordre. Votre caméra, votre appareil est toujours braqué sur les forces de l'ordre et à aucun moment vous relayez les violences qui peuvent avoir lieu de la part d'éléments d'extrême gauche, Black Bloc, Sassane-Soline, de militants écologistes radicaux, à aucun moment. Et je vais reprendre aussi vos tweets, quelques tweets du 1er mai 2023, qui montrent là aussi qu'il y a un prisme, qu'il y a une volonté très claire, j'allais dire, d'aller dans un certain sens qui, pour le coup, est politique. Vous nous dites « Les rues de la capitale sont inondées de policiers afin de prévenir tout rassemblement spontané ». Rassemblement spontané, on voit et on devine le pacifisme, inondé de policiers, comme si c'était extrêmement mal. Pareil, un groupe de manifestants ayant participé à une manifestation spontanée est actuellement nassé aux abords de Strasbourg-Saint-Denis.
On sent bien l'oppression de ces manifestants. Ou encore un troisième tweet, à peine le cortège parti, les gendarmes chargent la tête de la manifestation. Voilà. Donc toujours la volonté de s'en prendre à la police. À aucun moment, que ce soit à Sainte-Soline ou les manifestations sur la réforme des retraites, vous ne désignez ou vous ne relayez les violences des manifestants et des éléments radicaux. Pourquoi ? Est-ce que parce que vous considérez, ou parce qu'il y a une proximité, ou que vous considérez que seule la police est violente pour vous? Je vous remercie. Je vais essayer de revenir point par point. Si j'oublie quelque chose, vous me le direz. Alors, le terme violence policière, vous dites que c'est un terme d'extrême gauche. Ce que j'ai cité tout à l'heure, si je ne me trompe, c'est Reporters sans frontières qui en parle. Il me semble. Voilà. Donc, chacun le prend comme il veut, ce terme. Qu'il soit utilisé par l'extrême gauche, le centre, la droite, c'est pas trop mon problème, à vrai dire. J'ai juste cité tout à l'heure, voilà, Reporters sans frontières. Je vous transmettrai si vous voulez leur communiquer. Voilà, donc vous parlez de proximité idéologique servant leur cause, et ce qui me permettrait d'être accepté dans ces cortèges. S'ils le pensent, s'ils pensent que mes propos, mes vidéos et mon travail a une certaine proximité avec ces individus-là, c'est eux. Un jour, ils décideront peut-être de me sortir d'un cortège. Et voilà, voilà, moi, j'ai aucune proximité avec quelques groupes politiques ou quelques individus dans les manifestations proches. J'ai aucune proximité vraiment très proche avec des militants entre guillemets black bloc, si c'est ce que vous voulez dire. Je vise les forces de l'ordre avec ma caméra, uniquement les forces de l'ordre. Il y a d'autres médias qui sont sur place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médias qui ont beaucoup plus d'influence que moi, qui filment aussi plein d'autres choses. Voilà. Et peut-être que j'essaye, à mon goût, je dis bien ma façon de travailler, de combler peut-être ce manque d'information. C'est-à-dire les grands médias qui ont beaucoup plus d'influence que moi, qui sont beaucoup plus suivis, eux, ils vont filmer par exemple la casse, interviewer des gens, parler de violence envers les forces de l'ordre. Voilà, ben moi j'essaye d'être par exemple là et de combler aussi ce trou, ce manque. Voilà. Et si on assemble les informations de un peu tout le monde, je pense que là on peut se faire un avis général sur le déroulement d'une manifestation, et ça permet d'avoir aussi plusieurs points de vue. Voilà. Vous parlez de mes tweets, le 1er mai, les rues inondées de policiers, des tweets pro-manifestants, des tweets comme quoi des manifestants étaient nassés à Strasbourg-Saint-Denis. Bah, c'était un fait. Voilà. Ça a duré plusieurs heures. Si je ne me trompe pas, c'était plus de 3 heures, ça a duré. Donc ça, c'était un fait. Et les rues inondées de policiers, à mon goût. Après, c'est peut-être mes propos qui sont... Si on enlève mes propos, il y a la vidéo, et les gens en font ce qu'ils en veulent de la vidéo. Peut-être que pour certains, c'était même pas assez de policiers. Pour moi, à mon goût, c'était peut-être un peu trop, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair sur toutes les questions. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence ici, Monsieur Ravel. Je reviens sur la question, finalement, de vos conditions d'exercice. Je n'aurais pas la prétention de remettre en cause votre ligne éditoriale. Vous nous avez expliqué une relation, notamment avec les forces de sécurité intérieure, basée sur une sorte de sacralisation de la carte de presse, si j'ai bien compris. Est-ce que vous éprouvez ces difficultés à chaque manifestation? Est-ce que c'est systématique?
Est-ce que c'est uniquement sur des manifestations dont on peut prévoir qu'elles vont être plus tendues que d'autres? Ou est-ce que c'est suite à des manifestations qui ont été particulièrement tendues que vous sentez ce durcissement? Vous nous avez indiqué avoir été à l'occasion d'une manifestation sur la loi sécurité globale, arrêté, emmené en commissariat, relâché au bout d'1 heure, c'est ça? J'aimerais savoir, on vous a notifié une garde à vue et les motifs de rétention de vos EPI? Ce serait intéressant à savoir. C'est tout pour l'instant. Je vous remercie. Merci. Vous avez utilisé un peu le terme sacralisation de la carte de presse, et je pense qu'effectivement, il y a un peu cette sacralisation de la carte de presse. Voilà, effectivement. Des problèmes à chaque manif, non. Je pense que quand le contexte social et médiatique et politique est vraiment tendu, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve plus fouillé, enfin pas que nous, c'est aussi valable pour les manifestants, plus fouillé. C'est dans des contextes comme ça où on se fait confisquer aussi notre matériel. Alors des fois oui, des fois non. Majoritairement, moi ça m'est arrivé vraiment qu'une seule fois, par chance. Voilà. Maintenant, ça dépend vraiment du contexte, de violence ou pas. Le contexte médiatique, le contexte politique, c'est vraiment ça. Après, est-ce qu'il y a des consignes qui sont données? Alors, je ne sais pas si c'est par la préfecture, les supérieurs ou quoi, pour ce jour-là, les journalistes indépendants, on leur enlève leur matériel. Ça, je ne peux vraiment pas me prononcer. Mais voilà, il faut vraiment. Par contre, je mets vraiment un point d'honneur sur ce fait que ça met les gens vraiment en danger. C'est-à-dire enlever du matériel de protection individuelle à un journaliste, ce serait comme demander dans une manifestation ultra qui est susceptible de dégénérer ou de déborder, de demander à un agent des forces de l'ordre d'aller sans son casque maintenir l'ordre. Voilà, pour moi, c'est ça. Concernant mon expérience à la loi de sécurité globale, j'ai pas été placé en garde à vue, ça ne m'a pas été notifié. J'ai été menotté avec un collègue qui était avec moi, qui est photographe. On a été menotté, mis dans une voiture de police, amené au commissariat. Je ne me rappelle plus quel arrondissement. De là, on m'a confisqué tout mon matériel de protection, c'est-à-dire mon casque, mon masque à gaz et mes gants. Ils ont été placés dans un... Je ne sais pas si c'était un scellé ou quoi. Et on m'a remis un papier comme quoi on m'avait pris ce matériel-là. Et je suis revenu le chercher 2 jours après, je crois. 2 ou 3 jours après. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Juste pour préciser cet épisode, donc on ne vous a pas notifié de garde à vue. Donc vous avez été arrêté, entravé avec des menottes, donc on a porté atteinte à votre liberté de circuler pendant au moins 1 heure. On ne vous a rien notifié d'autre. Vous avez vécu ça comme une violence? Des fois, moi, je suis assez pragmatique et je me dis que ça fait partie des risques, malheureusement. Malheureusement, en France, en tant que journaliste, ça fait partie des risques de se faire confisquer son matériel, de se faire violenter de part et d'autre, malheureusement. Voilà, c'est enfin, journaliste dans les manifestations, dans un contexte assez spécial. J'ai pas vécu ça comme une violence, mais bon, c'est ennuyant. Voilà, voilà. Encore une fois, je me suis retrouvé dans cette manifestation après, sans matériel. Alors, je crois que quelqu'un m'avait dépanné un masque chirurgical, voilà, mais j'avais la tête à découvert, mes yeux pleins de gaz, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Madame Arceau, je vous en prie. Merci. Par rapport à ce que vous venez de nous dire et par rapport à la question de mon collègue, j'aimerais une petite précision. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui finalement vous distingue des autres dans les manifestations?
Physiquement, je veux dire, ou par la manière dont vous êtes habillé, puis avec votre masque? Parce que finalement, on pourrait dire, si vous n'êtes pas visible et si vous n'avez pas de carte de presse, qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut vous distinguer? Et peut-être que est-ce qu'il y aurait peut-être un besoin au-delà de la carte de presse pour que peut-être les forces de l'ordre vous reconnaissent, peut-être au-delà du matériel? Vous allez peut-être me répondre que forcément, c'est peut-être le matériel qui vous distingue des autres et manifestants et des autres journalistes, en tout cas des journalistes qui ont la carte de presse. Vous voyez, par rapport à ce que vous me dites, ça me pose une question. En fait, je me demande s'il n'y a pas un sujet aussi, finalement, vous n'êtes pas reconnu parce que vous avez, de par vos protections d'ailleurs, quelque chose qui peut apparaître comme d'autres peuvent en avoir dans sa manifestation. Il faut savoir que ce jour-là, j'avais un ordre de mission. Voilà. Et c'est là où je pointe un peu du doigt peut-être cette méconnaissance de la part des agents du maintien de l'ordre sur que la carte de presse n'est pas obligatoire. Et voilà, il y a d'autres moyens de justifier sa présence en tant que journaliste lors d'une manifestation. Donc après... moi, je mets toujours un accent sur la sécurité, c'est-à-dire que sur mon casque, j'ai des patchs presse devant, derrière, sur les côtés. J'ai un brassard orange presse. Sur mon sac à dos, j'ai un autocollant aussi presse. Voilà. Maintenant, voilà, dans le feu de l'action, une carte de presse, c'est quand on nous la demande. Enfin, c'est quand les agents de sécurité publique la demandent. Maintenant, elle n'est pas visible de loin, voilà, mais on est identifié presse. Et concernant le matériel, il faut savoir que avec l'évolution des technologies, il y a de plus en plus de gens, même des grandes chaînes télé, qui travaillent avec des téléphones, tout simplement. Donc, voilà, on n'est pas que sur le gros appareil photo, la grosse caméra, tout ça. Oui, monsieur le rapporteur, et puis ensuite monsieur Odoul. Oui, juste une question, mais au préalable, je veux dire à M. Odoul, moi je ne suis jamais choqué quand un député qualifie la ligne éditoriale d'un journaliste indépendant ou pas. Voilà. Et je pense que c'est même un droit qu'on peut accorder à un ministre, par exemple. Sur la situation que vous avez indiquée tout à l'heure, très précise à la réponse de M. Mathieu, quand vous parlez de ce que vous êtes acheminé en commissariat, est-ce qu'il s'agit d'un contrôle d'identité qui serait réalisé de votre part, sur vous, pardon, dans le commissariat, ou est-ce que ce contrôle d'identité a été éventuellement exercé en amont, tout simplement parce que je vais quand même regarder en tant que rapporteur, lorsqu'il faudra refléter nos travaux, si vous étiez sur un éventuel régime de garde à vue non notifié, ou si vous étiez dans le cadre d'une simple retenue pour vérification de votre identité. Juste pour comprendre, parce qu'évidemment, vous voyez, la nature n'est pas tout à fait la même, et de ce point de vue, la question de M. Mathieu était intéressante. Alors, je vais apporter plus de précision. Le contrôle d'identité a été effectué à la sortie d'une bouche de métro. C'est-à-dire que la pièce d'identité de moi-même et de mon collègue qui m'accompagnait ce jour-là, c'est là tout à l'heure où je disais que les pièces d'identité étaient passées au fichier. Alors, ce fichier a un nom, des antécédents peut-être judiciaires ou je ne sais quoi. Et c'est là où, justement... moi, on m'a mis de côté et on m'a dit, bon, on vous emmène. Et ils ont dit à mon collègue, allez-y. Lui, il s'est reculé de 5-6 mètres. Il a pris son téléphone parce que pour lui, il était choqué le fait que je me fasse, du coup, je ne sais même pas si on peut dire interpeller. Il commence à filmer et le CRS le regarde et lui dit, bon, finalement, je vais citer les propos, c'est range ton téléphone et on t'embarque. Voilà. Donc je pense, je ne suis pas spécialiste du droit, que le contrôle d'identité a déjà été effectué à la sortie de la bouche de métro. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Odoul, je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens déjà à rassurer Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas choqué par les divergences de lignes éditoriales et autres, et c'est très bien qu'il y ait une liberté totale à ce niveau-là. Je relevais juste qu'il y avait quand même une influence politique, et quand on emploie certaines formules et que quand on axe ces sujets sur certains points, il y a derrière une orientation politique, voilà, qui n'est en soi pas condamnable, mais qu'il faut avoir, je dirais, la cohérence
de relever. Je voulais revenir dans le prolongement de la question de ma collègue. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un simple spectateur. Est-ce que, à la lumière de votre mission et de ce qu'on a pu voir aussi de certains de vos confrères qui vont au contact, voilà, qui vont, j'allais dire, quelquefois en très très grande proximité, quelquefois même qui cherchent les forces de l'ordre, et donc les forces de l'ordre effectuant leur mission, effectivement se dégageant dans un contexte de dangerosité extrême, recevant des pierres, des mortiers, etc. Quelquefois, on a le sentiment que vous, ou pas, ou d'autres, en tout cas, cherchent les coups, cherchent les images pour ensuite justifier donc de prétendues violences policières. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, dans la façon dont vous exercez votre mission, qui cherche la confrontation, et effectivement, ce que disait ma collègue, les forces de l'ordre, quelquefois, ne voient pas la différence, compte tenu de l'accoutrement qui est le même, quelquefois, compte tenu des mots qui sont les mêmes, des méthodes qui sont les mêmes, entre les manifestants, les éléments violents, et puis les reporters de rue. Et une autre petite réflexion sur un propos que vous avez tenu, qui m'a interpellé tout à l'heure. Vous nous avez dit que vous vous sentiez, vous et vos confrères, comme des gardiens de la démocratie. Et moi, ma question, c'est quand vous dites il y a des éléments à qui on ne donne pas la parole, donc ils cassent. Hein. Est-ce que pour vous, c'est la démocratie? Est-ce que quand on n'a pas la parole, quand on se sent lésé, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je ne le pense pas. Je pense que les personnes ici non plus. Mais c'est assez particulier, justement, de justifier certaines violences parce que des personnes n'auraient pas la parole. Alors, concernant le fait qu'il y aurait des journalistes indépendants qui chercheraient un peu une confrontation avec la police, enfin pas une confrontation, mais un peu à se faire battre, je sais pas si, enfin, à chercher l'image ou le scoop du fait qu'il se soit fait agresser, je sais pas si c'est ça que vous voulez un peu, voilà. Je vais parler de mon cas personnel. J'ai été bousculé 2 fois, je suis tombé au sol, je m'en suis jamais plaint, voilà, c'était de ma faute, j'étais mal placé, j'étais au mauvais endroit. Moi, ma ligne de travail, c'est à partir du moment où j'ai fait une erreur et que je prends des coups, je ne vais pas derrière monter toute une histoire pour dire regardez, j'ai pris des coups. Généralement, je me relève, j'ai un boulot à faire et je vais le faire jusqu'au bout. Voilà. J'avais été bousculé place de la Bastille parce que j'étais vraiment mal placé. C'est vraiment de ma faute. Je me suis relevé directement et j'ai continué à bosser, quoi. Voilà. Donc maintenant, il y en a peut-être qui en profitent un peu de ça, de se prendre des coups et de monter un peu ça en épingle. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font, peut-être pas. Moi, je sais que généralement, si c'est de ma faute, si j'étais mal placé ou que j'ai eu une erreur d'inattention, je le prends sur moi et je passe à autre chose. Et dans tous les cas, je pense que l'information est beaucoup plus utile que le fait pour moi de se plaindre ou quoi. Voilà. Pour revenir sur en gros, pas de parole donc casse, c'est pas quelque chose que je peux confirmer. Je suppose que des gens agissent comme ça parce qu'ils se sentent pas entendus, en fait. Peut-être qu'ils ont tout simplement essayé tout le processus démocratique de vote, de pétition, de manifestation, manifestation avec les syndicats, et peut-être que voilà, on peut parler entre guillemets de radicalisation, voilà, de gens qui ont essayé un peu le processus démocratique et qui se sentent pas entendus et qui veulent je sais pas, en montrer plus, ou qui pensent que peut-être que casser, c'est aussi pour se faire entendre. Voilà, encore une fois, c'est des suppositions. Je ne peux pas l'affirmer. Je vous remercie. Bien, écoutez, tout d'abord, je vous renouvelle les remerciements au nom de l'ensemble des membres de la commission pour votre présence, monsieur Ravel. Donc, je vous propose de clore cette audition. Nous reprenons à 18h précises, donc toujours dans cette même salle, avec une ouverture sur le site de l'Assemblée, avec l'audition du directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Oui, je vous en prie, vous souhaitez... Merci. Si je voulais juste rajouter un propos, c'est que
Personnellement, encore une fois, peut-être que les syndicats de journalistes ou quoi sont peut-être pas trop favorables à ça, ou peut-être certains trouveraient des choses à dire. Le nouveau schéma du maintien de l'ordre, pour les journalistes, je trouve qu'il est plutôt bien, il est plutôt vraiment bien rédigé. Il suffit juste qu'il soit appliqué. Je pense que s'il est appliqué vraiment à la lettre, ça simplifierait vraiment le travail de tout le monde. Voilà, après, sur les autres, moi, je me concentre vraiment sur la partie journaliste, le reste, voilà. Mais je trouve qu'il est plutôt bien, il est correct. À partir du moment où il est appliqué à la lettre, tout se passerait bien. Voilà, tout simplement. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette précision, puisque nous l'avions déjà un petit peu évoqué en début de réunion. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte d'effet écho ou miroir, en tout cas, avec des propos que nous avons entendus hier, en disant que, en tout cas, la question est celle de l'application, effectivement, du schéma national de maintien de l'ordre. Merci encore et on va donc lever pour quelques minutes.